laisse la parole. Merci Didier. Voilà. Donc rebonjour. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, mon nom est Stéphane Magnena. Je suis actuellement postdoc à Disney Research Zurich, qui est un centre de recherche de Walt Disney Company qui est lié à l'ETH Zurich. Et je suis aussi membre fondateur et membre du comité de l'association Mopsia qui produit les robots Timio, dont il y a deux employés ici, Fanny et Christophe. Oui, tu veux un micro? J'ai un micro. Non, c'est un micro de la caméra, mais un micro pour tout le monde. Ah, d'accord. Non, bon, oui, si vous voulez. Je peux aussi parler plus fort. Non, mais là, tu vas voir, ça va envoyer. D'accord, ok. Donc, le robot Timio a été développé initialement à l'EPFL en collaboration avec l'école cantonale d'art de Lausanne. Donc, c'est, je crois, quand même une très intéressante combinaison qui a donné ce robot avec ses caractéristiques particulières. Le langage de programmation graphique a été développé à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et beaucoup de matériel pédagogique a été développé au Weizmann Institute of Science. Et maintenant, nous avons la collaboration avec l'INRIA, qui s'annonce très prometteuse. Donc, je vais vous donner une petite introduction au robot Timio de... Est-ce que ça marche? Non, bien sûr. D'une minute pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes fonctionnalités. Donc, un des éléments clés de ce robot, c'est d'avoir plein de lumières différentes. Donc, il est très ludique, mais il permet quand même d'apprendre des choses sérieuses. C'est bien fait pour lui. Il a un certain nombre de capteurs devant et derrière qui lui permettent d'éviter des obstacles. Il a un accéléromètre 3 axes qui lui permet de faire des choses intéressantes comme rester en haut d'une balle qui tourne. Il a aussi un petit microphone. On peut les connecter ensemble pour faire des constructions intéressantes. Il a justement des compatibles Lego qui lui permettent de faire des choses. Ça vole pas vraiment, hein, si jamais vous vous demandez. Mais enfin, vous pouvez animer vos objets Lego avec. On peut mettre plusieurs robots ensemble. On peut le programmer en mode texte et en mode graphique. Je vais en montrer un petit peu plus bientôt. Et ce robot a aussi comme but d'être relativement pas cher et donc accessible. Il coûte actuellement à peu près 100 €. Enfin, ça dépend un peu du cours du franc suisse, mais je crois qu'actuellement c'est dans les 100 €. Plus à cause de vous, beaucoup plus. D'accord, plus à cause. Ok. Oui, depuis que. Voilà. Et c'est un projet open source. Vous pouvez trouver toute l'information ici. Donc, une des caractéristiques de ce robot, c'est qu'il est très interactif. Donc, il permet de comprendre comment il fonctionne. Vous voyez un enfant jouant avec le robot et vous voyez que quand il met sa main devant le robot, il y a des lumières qui s'allument. Donc, l'idée, c'est de rendre explicite le fonctionnement des capteurs. On ne veut pas cacher le fonctionnement de la robotique, on veut au contraire la rendre explicite pour aider au développement de la pensée computationnelle et de la compréhension des sciences du numérique. Dans cette direction, on peut aussi faire des choses un petit peu plus avancées. L'outil Azeba de programmation, il vient avec un système de graphes, donc on peut facilement faire un plot. Et là, on voit une petite balance et on va simplement vérifier la loi qui dit que quand on a un pendule, la fréquence reste fixe alors que l'intensité diminue du frottement. Donc ça, c'est une expérience très simple qu'on peut faire avec un Timio et une boîte de Lego. Et aussi, on peut faire des choses un peu plus complexes. Donc là, c'est pour apprendre la loi des leviers. En fait, c'est la femme d'un de nos collaborateurs, Michael, qui est enseignante, qui nous a dit moi j'aimerais bien pouvoir enseigner les leviers à mes enfants parce que c'est dans le programme et c'est pas très facile. C'est des enfants de primaire et pour elle c'était assez théorique. Alors je crois que c'est Christophe qui a conçu cette expérience où très simplement on a un poids, on a un robot, on a une balance, tout ça c'est du carton, on peut construire une bouteille de coca. Donc on peut vraiment construire ça avec presque rien et en une façon très très interactive. Qui permet de comprendre la loi des leviers. Donc avec ça, on comprend beaucoup plus facilement la loi des leviers que si on fait des dessins ou des choses très théoriques. Et ça permet aussi d'utiliser l'accéléromètre du robot, donc de découvrir un petit peu comment traiter du signal, très simplement. Et donc l'idée du projet Timio, en fait, c'est d'avoir une approche progressive aux sciences du numérique, donc de permettre à différents âges, alors c'est clair que les âges plus avancés, quelque chose comme Poppy aurait plus de possibilités, ça c'est sûr, mais le Timio permet déjà de faire un certain nombre de choses, notamment on a des comportements préprogrammés, donc là, le robot vient avec déjà des comportements, et ça c'est très intéressant pour des petits enfants, par exemple
pour comprendre déjà c'est quoi un robot, c'est quoi un objet qui bouge, enfin on peut avoir une approche scientifique, une approche hypothéco-déductive. Ouais, c'est pas grave. Et, ouais. Donc, et après on peut poser des questions aux enfants, c'est quoi, quel comportement, qu'est-ce qu'il fait. Et puis après, pour les enfants un peu plus âgés, et notamment pour l'introduction au robot et à la programmation, même pour les gens très âgés, par exemple des gens à la retraite, ça marche aussi, vous avez une programmation visuelle qui est conçue en interaction avec des designers. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est très très facile d'accès. Après, on a une programmation texte qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du robot. Et si on veut aller plus loin, on a une intégration ROS. ROS, c'est un système d'exploitation, un ensemble de bibliothèques robotiques utilisées dans la recherche. Et par exemple, à l'ETA, les gens utilisent un Timio ainsi qu'un Kinect, donc un capteur de profondeur, pour enseigner l'architecture de conception informatique de robots, un cours de master en fait. Donc en fait, on peut même utiliser le Timio au niveau du master universitaire. Et en fait, une des caractéristiques du projet, et ça c'est peut-être aussi intéressant pour le projet Poppy, c'est la dynamique qu'on a. Donc on a un système de cycle dans lequel on a un élément de recherche, on veut identifier les besoins, on veut valider l'efficacité de l'aspect pédagogique et on veut identifier où il faut faire les améliorations. À partir de cette recherche, évidemment, pour faire la recherche, il faut faire du développement, mais des fois, ce n'est pas du développement qui est complètement final, donc il y aura une phase de vraiment développement dans lequel on fait du matériel pédagogique, on va améliorer les outils et aussi améliorer le robot, par exemple, rajouter du sans-fil. Et après, on déploie. Donc, l'idée, c'est d'enseigner l'informatique et les sciences grâce à la robotique. On déploie dans les écoles, dans les événements de vulgarisation. On travaille avec les éducateurs, on essaie d'intégrer ça dans les programmes. Et en fonction de tout ça, on récupère de nouvelles informations, des nouveaux feedbacks, des désirs, et on refait une phase de recherche. Et l'idée, c'est d'avoir un système d'intégration continue, donc c'est un projet open source. On essaie d'avoir un développement agile, donc on ne se fixe pas des grands buts compliqués à l'avance. On regarde en fonction, c'est organique, comme disait Christophe, on regarde en fonction des besoins, et on essaie de s'adapter, ce qui nous permet d'être très très rapide par rapport à un produit standard. Il nous faut quelques mois pour passer de la phase recherche à la phase produit. Donc maintenant, je vais vous faire une rapide démonstration. De la programmation visuelle. Il y a moyen de faire plus simple que ça. De plus simple que quoi? Oui, t'as pas pu faire un icône aussi. Ah oui, les icônes, c'est... Voilà, c'est juste pour prévenir au cas où. Oui, vous avez des icônes, ils sont très beaux d'ailleurs. Juste une parenthèse, ceux qui connaissent le Timio, c'est la nouvelle interface du VPN. Ça. Elle est pas encore, avec des nouveaux icônes faits par des designers. Elle n'est pas encore accessible, si? Si, elle est en release candidate, dès que j'aurai un peu de temps, je ferai les paquets Linux. Il y a déjà des paquets. Ouais, Windows. Ouais. Donc vous avez des paquets de tests, donc vous êtes d'ailleurs les bienvenus de tester cette nouvelle version, de nous donner du feedback si vous trouvez des problèmes, avant qu'on fasse la version tout à fait finale. Si vous trouvez que c'est pas bien, dites-nous vite avant qu'on dise que c'est la version officielle. Stéphane? Non. Donc là, vous voyez des événements et des actions. Donc l'idée, c'est d'associer un événement à chaque fois à une ou plusieurs actions. Donc on peut faire que quand on appuie sur le bouton avant, on veut que le robot avance. Et il soit content, il est vert. Et quand il voit un obstacle, il s'arrête et puis il est rouge parce que c'est comme un feu rouge. Et du coup, le robot avance, il est rouge. Mais peut-être on se dit, ah mais finalement on ne veut pas un obstacle, on veut que le robot s'arrête quand il arrête de voir la table. Alors le robot avance et quand il arrive au bout de la table, il s'arrête. C'est magnifique, non? Vous pouvez aussi avoir de la musique, contrôler les couleurs en haut et en bas, gérer l'accéléromètre. Vous avez un mode avancé dans lequel vous avez un système de timer. Je peux vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec le timer. Par exemple, je peux dire quand j'appuie sur le bouton, on démarre un timer et le robot est vert. Quand le timer est fini, on redémarre un timer et le robot est rouge. Et finalement, on aimerait bien avoir 2 timers. Donc en fait, on a un système d'état qui permet de contrôler l'état du robot. Oui, oui, oui. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'interface graphique et la richesse des possibilités. Cet après-midi, ça sera plus simple. C'est facile de faire c'est soi-même qui a fait de le faire. Donc voilà, vous avez un robot qui clignote de bleu en rouge. Vous voyez, ça ne prend que 10 secondes.
Donc j'ai que 20 minutes, donc je retourne à la présentation. Ça va être de ma faute. Et donc, on ne fait pas juste de développer un outil sympathique, on essaie vraiment de faire un travail de recherche pour s'assurer que cet outil, en fait, il sert à quelque chose pédagogiquement. Donc, ça, c'est plus ma partie. Il y a d'autres gens qui ont fait des recherches plus sur l'interaction, notamment Fanny, au niveau de tout ce qui est capteur, de plus robotique, aussi l'impact sociologique. Mais comme ça, c'est là-dessus que je me suis concentré. C'est ça que je connais le mieux et je vais vous en parler. Donc, la question de recherche, c'était est-ce qu'on peut apprendre un concept central en informatique, dans ce cas, la gestion d'événements. Et ça, c'était le concept général. Et puis, un ensemble d'objectifs pédagogiques qu'on avait dans cette étude-là, c'était de comprendre les concepts d'événements, d'action et de paire événement-action. Comprendre qu'un événement se produit lorsque les capteurs sont en disjonction. Donc, quand on a plusieurs capteurs, il faut qu'ils soient, et qu'on choisit qu'on veut qu'il y ait quelque chose à droite et à gauche, il faut qu'ils soient tous actifs pour que ça se produise. Ça permet une première introduction à la pensée logique, en fait, à un certain nombre de réflexions sur la notion de conjonction. Quand on a plusieurs événements dans différentes paires, ils se produisent en disjonction, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'un ou l'autre se produire. Et puis on a aussi comme but pédagogique de permettre aux enfants de créer un programme à partir d'une description détaillée. Ça, c'est pas pertinent, mais quand même au début. Et puis après, même dans une session, on arrive au moment où on donne une description abstraite. Par exemple, le robot doit se promener dans un labyrinthe et les enfants sont capables de produire un programme qui fait cela. Donc là, sur cette étude, on a malheureusement fait une étude que lors d'ateliers de vulgarisation, donc c'est clair que ce serait plus intéressant de faire dans des classes sur plusieurs sessions. Mais voilà, c'était ce qu'on avait à disposition. On a donné un certain nombre de tâches, typiquement des tâches très simples, où on se familiarise avec le système. Par exemple, le robot doit changer de couleur en fonction du bouton qu'on touche. Après, des tâches un petit peu plus générales, à partir d'une description détaillée. Par exemple, le robot change de couleur en fonction de la couleur du sol, donc on ne dit pas forcément exactement quelle couleur le robot doit prendre, c'est un petit peu plus créatif. Et après, un problème de conception et d'implémentation d'algorithmes, on donne une description abstraite. Par exemple, le robot doit naviguer dans un labyrinthe sans toucher les murs et les enfants doivent implémenter cela. Les formats de l'atelier utilisés dans cette étude, c'est des ateliers d'1h30 avec des groupes de 2 étudiants et typiquement un assistant pour 5 groupes. Donc c'est plus de support que dans une classe typique. Et à la fin, on administre un questionnaire. On a fait une étude pilote avec 40 enfants âgés de 10 à 15 ans et un questionnaire textuel. Et globalement, c'est un succès. Donc presque tous les étudiants ont acquis une compréhension de surface. C'est qu'ils arrivaient à utiliser l'outil et à faire des comportements au robot. Mais ce qu'on a découvert avec notre questionnaire qui permettait de tester les différents niveaux d'apprentissage en fonction de la classification, une combinaison de Bloom et Solo pour les gens qui veulent des détails techniques, seulement la moitié des étudiants ont acquis une compréhension profonde. Et ça, c'est un problème. Parce que la moitié des étudiants arrivent à faire des trucs, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en fait, ça, pour nous, ce n'est pas intéressant. Parce que nous, on veut qu'ils apprennent des concepts, on veut qu'ils comprennent l'informatique. On ne veut pas juste qu'ils bidouillent avec le robot. Et en fait, ce qu'on voit, et ce qu'on voit aussi dans la littérature de Computer Science Education, c'est que la clé, c'est de comprendre pour chaque partie du programme quand et pourquoi elle s'exécute. Donc, un des éléments clés pour l'acquisition des concepts en informatique, c'est d'avoir une notion interne de ce qu'il se passe dans le robot ou dans l'ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu dans le domaine de la recherche en pédagogie en informatique. Et nous, on essaye de vérifier si on arrive à faire ça avec le robot, et si oui, c'est bien, sinon, pourquoi, comment on peut améliorer. Donc cette première étude a amené à des améliorations. Problème de méthodologie, le questionnaire était textuel, il était plus difficile à utiliser que le programme, donc on a fait un questionnaire graphique qui est beaucoup plus simple d'accès. À cette époque, il n'y avait pas multiples actions par événement, et ça c'était clairement une limitation, donc on a changé ça. Et l'approche, pour justement comprendre comment s'exécute le programme, c'est important d'avoir des outils d'inspection instantanée, c'est important que les enfants qui développent avec le programme puissent comprendre la relation entre quels éléments du programme ils ont écrit et qu'est-ce qui se passe pour le robot. Et ça nous amène à l'étude complète. On a d'abord amélioré le questionnaire. Donc là, on a fait un questionnaire purement graphique. Vous voyez ici, on a fait ça avec Google Forms. Donc vous avez typiquement une vidéo et vous devez choisir quel programme correspond à la vidéo. Et puis après, c'est l'inverse. Vous avez un programme et 4 vidéos. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a en effet très peu de texte. Et ça se concentre vraiment sur la compréhension et pas la capacité de lecture, parce que peut-être les enfants ont des difficultés en lecture et c'est pas ça qu'on veut tester. Et là, on s'est vraiment concentré sur la compréhension en profondeur, parce qu'en fait, on a vu que la compréhension de surface, c'est pas le problème. C'était des lycéens, parce que bon, on fait des études avec les événements qu'on a à disposition,
Mais par contre, on a 160 réponses, donc ça c'était vraiment très bien, on a beaucoup de points de données. Et on a testé deux façons d'aller regarder comment le programme s'exécute. Une façon, c'est la réalité augmentée, je vais vous montrer tout à l'heure. Et l'autre façon, c'est le retour visuel, c'est-à-dire que quand un élément du programme est exécuté dans le robot, l'élément correspondant va blinker, c'est très moche, mais c'est très efficace pour voir ce qui se passe dans l'éditeur graphique. Alors la réalité augmentée, c'est ce setup-là, donc vous avez un enfant qui programme et l'autre qui joue, et puis on espère qu'ils alternent, enfin qui jouent. Pardon ? Parce que c'est ludique. Parce que c'est très ludique. Alors en fait c'est marrant parce que pour nous c'est ludique, mais en fait les lycéens de 16 ans ils trouvent pas ça très ludique finalement. En fait ça amuse que les petits enfants et les vieux comme nous. Et en fait il y en a même qui trouvent ça un peu pénible. Donc j'en ai vu qui utilisaient la tablette comme mur en fait. Ils n'utilisaient pas du tout la tablette pour faire de la réalité augmentée, ils disaient comme mur parce qu'ils trouvaient que c'était intéressant. Donc ça c'est quand même intéressant, ça demande un petit peu de réflexion et de regard critique par rapport à l'enthousiasme, ça semble de nouvelles technologies. Ça c'est ce qu'on voit dans la tablette, donc on voit l'indicateur de temps d'enregistrement, un bouton pause, on sait si le système il fonctionne ou pas. Là on a un robot en réalité augmentée qui dépose les bouts du programme exécuté. Donc on voit qu'ici par exemple c'est un bout du programme qui dit d'aller tout droit, et ici c'est un bout du programme qui dit de tourner, qui est déposé. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une vision embodied, je ne sais pas comment dire en français, de ce qui se passe. Ah oui, incarné, merci. Et là, on a des lignes de temps, donc on peut scroller, défiler, pinch and zoom, zoomer, enfin, vous voyez, on peut faire plein de trucs. Et donc, je vous montre une petite vidéo de comment ça se passe. C'est dur de faire une présentation en français. Donc là, vous voyez le robot, et le robot se promène et dépose l'équivalent des paires événement action, et vous pouvez défiler et regarder quelle paire est sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une paire en jaune et vous voyez la paire sélectionnée en bas. Je vous le repasse une fois parce que ça allait vite. Et le look steampunk, c'est parce que travailler à Disney, c'est impossible d'empêcher les artistes de Disney de faire le look qu'ils veulent. Donc ça, c'est un peu une limitation de travailler chez Disney. Ce soir, il y aura une démonstration ? Il y aura une démonstration de ça. D'accord. Avec quelques bugs d'affichage parce que j'ai changé un truc dans le protocole et j'avais pas l'outil parce que c'est un truc propriétaire de... Bon bref. Oui, mais il y aura essentiellement ça. Donc, les conclusions du travail de recherche. Qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement ? On a le concept d'événement, de la gestion d'événements peut être appris au cours d'une seule session. On ne sait pas si les gens qui l'apprennent se rappellent le lendemain. Ça, on ne peut pas tester parce qu'on n'a fait qu'une seule session. C'est typiquement une limitation. C'est clair que la compréhension de l'exécution du programme est la clé, donc ça valide totalement ce qui est déjà connu en état de l'art en recherche en informatique, mais c'est intéressant de savoir que même avec ce système-là, ça reste fondamental. Le retour visuel aide significativement, donc significativement c'est vraiment statistiquement significativement. Par contre, la réalité augmentée, non. Elle aide, mais pas statistiquement significativement, donc on appelle ça, on dit qu'elle est prometteuse. Et ça ouvre beaucoup de questions d'interaction, donc l'interaction humain-système, elle n'est pas triviale. Et là, il y a vraiment beaucoup de travail pour en fait améliorer cette interaction pour que ça soit moins lourd comme charge cognitive, parce qu'en fait, utiliser la réalité augmentée, c'est une charge cognitive supplémentaire et c'est bien possible que ça compense tout l'intérêt que ça pourrait amener. Donc là, il y a du travail à améliorer là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on va faire dans l'année qui vient parce qu'on a un projet avec Mopsia justement qui se concentre là-dessus. Le travail futur, bon, étude à long terme, c'est clair que pour faire de la science sérieuse, publier un papier de journal, il faudrait faire une étude à plus long terme que juste des événements sporadiques. Il faudrait mieux identifier les concepts cibles parce que gestion d'événements, oui, mais est-ce qu'on peut savoir mieux ce qu'on fait? Quels sont les concepts d'informatique peut-être un peu plus théoriques vraiment qu'on apprend? Il faut beaucoup mieux évaluer et comprendre l'impact pédagogique, aussi en interaction avec les enseignants. Il faut vraiment le questionnaire vidéo, c'est déjà un pas intéressant qui fonctionne bien, mais il faut encore travailler là-dessus. Il faut aussi des questions de transfert. Il y a beaucoup de travail à faire sur l'impact pédagogique. Améliorer techniquement la réalité augmentée, mais aussi développer du matériel pédagogique, une façon de l'enseigner. C'est pas forcément évident. Les assistants, même si des assistants d'informatique à l'université qui ont donné ce cours, ils étaient très mal à l'aise avec la réalité augmentée. Ils avaient très peur. Donc même des gens qui sont dedans, ça les stresse beaucoup. Alors imaginez des enseignants qui sont peut-être pas forcément à l'aise avec les technologies. Là, ça peut poser un vrai problème. Et après, pour les travaux de recherche un peu plus génériques, les questions de transfert, est-ce que commencer par le Timio aide et VPL aide à apprendre un autre langage comme Python après? Là, peut-être des choses intéressantes à faire entre Timio et Poppy.
la question de la simulation du robot réel, un robot simulé par rapport au robot réel, la question de l'incarnation. Pourquoi un robot réel c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Probablement, mais il faudrait le justifier pour justifier l'investissement. Et toute la question de la réception par les enseignants, comprendre quels sont les besoins des enseignants, être sûr que nous on ne parle pas dans une direction qui nous semble fun et qui n'est pas synchronisée avec les besoins vraiment des gens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, ce projet a été fait avec toutes ces institutions et de nombreuses personnes ont contribué. Je les remercie également. Merci. Comment parler de réalité augmentée? Jérémy va nous parler. Est-ce qu'on a le temps pour 2 ou 3 questions? On est un peu juste, mais. On est en retard. Bon, une question, bon, 2 questions. 2 questions. Ça, on peut Je te laisse approcher le micro. J'en ai au moins une. Et voici l'émetteur, tu mets dans ta poche. Donc là, tu parlais effectivement de la question très importante de l'évaluation. Ah yes. Là, tu montrais des expérimentations avec des élèves de lycée, hein, c'est ça? Est-ce que pour des débutants, des gens des enfants qui n'ont jamais d'initiation à l'informatique, est-ce que tu penses que les concepts qu'on va viser d'enseigner et les méthodes d'évaluation, ça va plus ou moins être les mêmes, que ce soit des lycéens, des collégiens ou des gens ou des enfants d'école primaire, ou voire même des post-bac? Ou au contraire, est-ce que même si tout le monde est aussi débutant au départ, l'âge va vraiment être déterminant pour tant l'objectif pédagogique que la méthode d'évaluation? Alors je vais juste donner mon impression, et ce ne sera pas la vérité, parce que, pardon, je donne mon impression parce qu'on n'a pas encore assez de données pour vraiment répondre, mais sur les expériences préliminaires qu'on a, je dirais à partir de 10-11 ans, c'est à peu près équivalent au niveau de l'introduction, parce que plus les gens deviennent âgés, moins ils sont attentifs. Donc en fait, on avait des enfants, on a aussi, la première étude, on a aussi fait avec des élèves enseignants, et ils ont exactement les mêmes scores que les enfants, excepté quand le texte est difficile à lire dans le questionnaire. Là, ils sont meilleurs. Mais sinon, ils ont les mêmes scores. Et je crois que ce qu'ils gagnent en expérience, ils le perdent en concentration, ils passent leur temps sur Facebook. Ça, c'est vraiment pénible. Parce que les enfants de 10 ans, c'est vraiment super. Donc, je crois vraiment que là, ça va. Après, bien sûr, si on a des enfants de 5 ans, là, c'est différent. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Ça sera peut-être plus concentré sur la question de la méthode scientifique, peut-être. Ah, réponse, c'est quoi qui fait le robot? Peut-être on ne va pas aller dans les questions de disjonction et des choses comme ça. Mais je dirais à partir de 10 ans, en tout cas pour les premières étapes, oui. Après, c'est pour ça que je pense que c'est important d'identifier mieux les concepts. Il y a des concepts plus complexes qu'on peut enseigner. Par exemple, ils ont plusieurs robots, des concepts de concurrence aussi, si on met des lignes au sol. Et là, je pense qu'en effet, il y a une différence entre les enfants encore 10 ans et les enfants plus âgés. Mais encore une fois, c'est basé sur l'expérience préliminaire qu'on a. Je ne suis pas un spécialiste en éducation, donc je ne peux pas vraiment répondre statistiquement. Donc c'est la dernière. C'est ça le don. L'enseignant. Ah, ça le dit. Est-ce que t'as le même? On va être fort, je crois. Ça, c'est celui-là. Ça, c'est celui-là. Du coup, moi j'ai une question très basique. En fait, on n'est pas tous roboticiens et on voit bien pourquoi Fauchy est un robot, il est de forme humanoïde. Mais qu'est-ce qui fait de Signio un robot aussi en fait? Quelle est la définition de la robotique? On l'a pas eu dès le début. Alors oui, pour moi la définition, bon, on peut discuter, mais je pense qu'il y a quand même un consensus sur un robot, c'est un élément c'est un machin qui a une boucle sensorimotrice, donc il perçoit le monde. En fonction de cette perception, il traite un certain nombre d'informations et il active un certain nombre d'actuateurs, et en fonction de ça, ça peut modifier son comportement, son mouvement, sa position ou autre chose dans le monde, ce qui va changer ses perceptions. Et c'est vraiment cette boucle sensorimotrice qui pour moi caractérise un robot. Mais peut-être Pierre, tu as aussi un avis? Non, tu as entièrement raison. Et je dirais même que d'une certaine manière, aujourd'hui, Timio est presque un peu plus un robot que Poppy. Parce que en termes d'organisation de ce robot-là, il y a un très bon équilibre entre les senseurs et les moteurs, alors que sur les plateformes Poppy aujourd'hui, on a une richesse motrice qui est grande, mais on a encore une petite pauvreté sensorielle qui est améliorée sur cette plateforme-là. Mais donc ce qui est vraiment la définition d'un robot, c'est vraiment ce couplage entre les senseurs et les moteurs. Et c'est donc ça à différencier des automates, par exemple. Donc, par exemple, pour les enseignants parmi vous qui connaissent les V-bots, les petites choses qu'on programme, ça c'est pas un robot, ça c'est un automate. Parce que le comportement de cet objet dépend uniquement des instructions qu'on va lui donner. Il ne dépend pas de ce qui se passe dans l'environnement.
En fait, le comportement d'un robot, ça dépend pas simplement des instructions qu'on lui donne, mais de l'interaction entre ces instructions, son corps et les propriétés de l'environnement qui sont perçues par les capteurs.